On sait ce qui s'est passé en 2020, confinement, Covid. Mon secteur, dans le casino, le casino a fermé pendant plus d'1 an, donc on ne travaillait pas et je me suis retrouvée à être à la maison et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Mais pourquoi pas me former et proposer mes services puisque du coup je l'ai déjà fait pour moi, autant le faire pour d'autres et c'est là que j'ai commencé à finalement, sans le savoir, faire une étude de marché, mettre des petites annonces, avoir des retours de clients et ça s'est ouvert en fait comme ça. Déjà, c'est souvent des personnes qui ont vu des choses, qui n'étaient pas vraies, un peu sur internet, qui ont cru que c'était facile et qui se retrouvent bloquées. Tout ce qui est appartement, je les avais parce que du coup, c'est plus stable en revenus. Ça peut se louer toute l'année, il y a des professionnels, mais aussi des touristes. Alors que les villas, ça va se louer qu'à sur du loisir pour les vacances. Salut les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui pour ce talk show Conciergerie de rêve. Aujourd'hui, je me retrouve avec une invitée de marque comme d'habitude, donc Vanessa Guérin, qui est donc la fondatrice du podcast La Conciergerie. On va voir un petit peu son parcours. Elle avait elle-même une conciergerie précédemment dans un autre secteur que l'Île-de-France, où moi je me trouve bien sûr, et elle va nous partager un petit peu tout ça. Salut Vanessa. Salut Henrik, merci pour l'invitation sur ton talk show. Eh ben, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir, de pouvoir partager aussi ton expérience que tu peux toi-même retrouver au travers les podcasteurs et les intervieweurs, les interviewés que tu as sur ton podcast. Et puis de pouvoir partager aussi ton expérience de conciergerie parce que ça va aussi intéresser une partie de la communauté là, qui nous suit et qui peut soit démarrer sa conciergerie, soit être plus avancée. Donc voilà, je pense que tout ça va beaucoup nous intéresser. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on démarre tout de suite la séance par un petit peu qui tu es, comment tu es arrivé un peu dans ce monde, en fait, finalement, c'est quoi un petit peu, comment, quand, pourquoi tu t'es intéressé au domaine de la conciergerie ou de la location courte durée en fonction de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es tombé là-dedans? Ouais, tout à fait. Écoute, en 2019, j'étais, dans mon premier CDI. Je travaillais en tant que croupière la nuit, croupière en casino, c'est dans les Landes et je me suis très vite intéressée à l'investissement immobilier, en fait. Je voulais, avoir un CDI pour investir en immobilier et 2019, donc j'ai acheté un premier studio, que j'ai voulu louer en Airbnb, direct et c'est là que j'ai commencé à moi-même le louer et le gérer cet appartement. Et 6 mois après, j'ai dû déménager à 2 heures de là où il y avait mon appartement et là, je me suis dit: «Mais comment je vais pouvoir le gérer?» Je suis plus sur place et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des personnes qui faisaient ça, qui s'appelait conciergerie. Ouais. C'était assez nouveau en 2019, hein, c'était pas encore, très bien connu. En tout cas, ça l'était pas pour moi, c'était pas connu et il y en avait pas dans la ville où j'avais mon appartement donc j'ai géré à distance parce que j'avais pas d'autres solutions. Et on sait ce qui s'est passé en 2020, confinement, Covid. Mon secteur, dans le casino a fermé pendant plus d'1 an, donc on ne travaillait pas et je me suis retrouvée à être à la maison et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire?» Je suis pas Ouais. du genre à rien faire en plus, donc c'était très, très difficile. Donc j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire et c'est là que je me suis dit: En fait, j'aime bien, gérer mon appartement en Airbnb». Alors certes, c'est fermé parce que c'est le Covid. Mais pourquoi pas me former et proposer mes services puisque du coup je l'ai déjà fait pour moi, autant le faire pour d'autres et c'est là que j'ai commencé à finalement, sans le savoir, faire une étude de marché, mettre des petites annonces, avoir des retours de clients et ça s'est ouvert en fait comme ça. Ok, donc en fait, donc en 2019, tu as ton propre appartement dans lequel tu as investi et donc tu le loues toi-même en location courte durée. Alors à ce moment-là, est-ce que tu es formé, toi, sur la location courte durée? Est-ce que tu te formes spécialement? Est-ce que tu le fais un peu en direct toi-même comme ça, en te lançant dans le grand bain? Ouais, moi, il faut savoir que je me forme sur tout, à tout je suis tout le temps en train de me former. Je fais des formations sur plein de choses et quand j'ai investi dans l'immobilier, je m'étais formée sur l'investissement immobilier et les stratégies qu'ils annonçaient, c'était de la location courte durée. Donc je m'étais formée aussi sur la location courte durée à ce moment-là. Ouais. Ouais, ça, et puis c'était en vogue 2019, on Ouais. parlait beaucoup de location courte durée, et puis c'est vrai que c'était euh,
Ah bah, c'est toujours aussi populaire, mais c'est vrai que tu mettais un bien sur Airbnb. D'ailleurs, peut-être que tu utilisais que Airbnb, d'ailleurs, on va en reparler aussi. Mais c'est vrai que tu mettais un bien sur Airbnb, ça partait tout de suite, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair. Bah, pour la petite histoire, j'ai fini la peinture, je l'ai mis en location, le lendemain, j'avais un voyageur. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, du coup, Ouais. tu avais tout de prêt pour le premier voyageur ou est-ce que tu as été surprise, du coup? Ah ouais, j'avais tout de près, j'ai même fait, des sacrées erreurs, hein. J'ai été, il était venu pour un salon parce qu'il était exposant. J'ai été au salon lui donner les clés. Ah ouais. Donc ouais, ouais, j'étais pas encore formée par contre pour la conciergerie, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors du coup, c'est vrai que c'est un truc hyper important que tu dis là. Être formé en location courte durée, c'est pas être formé pour la conciergerie. Non. Il y a une grosse différence. C'est vrai que faut être assez. En tout cas, faut en avoir conscience quand on se lance dans la formation, quand on veut se lancer dans la conciergerie. Faut en avoir conscience que c'est pas les. Même s'il y a des choses, il y a plein de points communs évidemment, parce qu'on fait de la courte durée aussi, mais c'est vrai que c'est pas la même formation et ça se gère pas de la même manière. Ok, donc tu te lances, entre guillemets, tu t'es formé. Euh, et alors du coup arrive effectivement donc alors qu'est-ce qui t'a du coup amené à déménager finalement? C'était un changement professionnel aussi? Ouais, c'était un changement professionnel, je suis restée dans le même secteur, mais j'ai changé de lieu de travail. D'accord, d'accord, ok, ok. Et donc alors dans quelle région c'était, tu nous as dit? Alors l'appart que je loue, parce que je le loue toujours, elle est dans les Landes, voilà, les Ok, Férias de Dax, exactement, sur Dax, et j'ai déménagé vers Bordeaux. Donc j'étais à 2 heures quand même. ouais, 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 ouais. Ouais, du coup ça faisait compliqué, ouais. Mmh. Ok, et donc à ce moment-là, tu te dis bon, j'ai plus personne pour le gérer. Comment à ce moment-là, comment tu trouves? Parce que là, au moment où tu déménages, on est quoi? On arrive presque en 2020 là, c'est ça? On est en 2020 et non, ah non, je déménage avant le covid, donc oui, on est en 2019. Et effectivement, là, je me dis, comment je vais faire? Et en fait, je suis confrontée aux problématiques des conciergeries, c'est-à-dire qu'il faut trouver, du personnel de ménage, quelqu'un sur place pour gérer et moi-même gérer les calendriers, les messages avec les voyageurs. Donc en fait, je fais sans savoir le métier de conciergerie à ce moment-là sur un seul bien. Ouais, d'accord. Ouais, parce que tu décides de recruter toi-même un personnel de ménage, enfin Ouais, tout. bah, il y avait pas de conciergerie en fait, donc j'ai pas eu le Ouais, choix. ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Ok, ok, ça marche. Donc du coup, tu apprends ça un peu sur le tas. Ensuite arrive donc effectivement le confinement, le premier confinement en mars 2020. Exact. Et alors à ce moment-là, bah, c'est intéressant ça du coup cette période parce que j'y suis moi aussi passé par cette période-là. C'était hyper compliqué en région parisienne en tout cas, hyper compliqué. Comment tu vis cette période-là aussi bien pour ton investissement? Et puis, comment, du coup, tu te projettes vers la conciergerie? Tu en as parlé juste avant. Donc, comment tu vis cette période-là vis-à-vis de ton investissement? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est plus compliqué? Qu'est-ce que tu mets en place? Ben, faut savoir que du coup, plus de location Airbnb, du moins, moi, c'était mort. Donc, j'ai, le bien qui restait vide pendant cette période-là. Mais comme je venais de l'acheter, bon, à ce moment-là, on pouvait négocier avec la banque pour faire un différé sur le prêt. Donc, j'ai réussi à avoir 1 an de différé. Donc là, ça posait pas de souci. Et concernant, tu me disais, la formation de ma enfin, la création de ma conciergerie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, que du coup, Ouais, tu as fait de la conciergerie pendant le confinement, finalement. Enfin, en tout cas, ouais, c'est c'est ça. une En idée. En fait, il faut savoir que j'ai déménagé sur Bordeaux, je suis retournée en casino bosser, mais à côté aussi, je voulais développer une activité de mandataire immobilier. L'immobilier D'accord. m'intéressait en fait. Avant d'avoir l'idée de la conciergerie, ça m'intéressait. Donc ça faisait déjà, plusieurs mois que j'étais mandataire immobilier et covid, bah, ça ferme. On ne peut pas bosser non plus. Donc c'est à ce moment-là que, bah, j'avais plus d'activité et je me suis dit: «Je vais me renseigner sur le milieu de la conciergerie, je vais voir ce qu'il est possible de faire, je vais me former». J'avais le temps de me former et puis, je pense qu'on va en parler après. J'ai vu pas mal de choses, qui n'étaient pas vraies et c'est Ouais, pour ça que j'ai créé le podcast, mais on va en parler par la suite. ouais, tout à fait. Ok, ouais, donc du coup, ouais, tu découvres aussi les on dit et on croit que une conciergerie, ça fonctionne comme ça. Ouais, Euh, donc effectivement, tu décides de lancer le podcast. Euh, donc podcast qu'on retrouve, d'ailleurs, on le retrouve sur quelle plateforme ce podcast un petit peu sur ce que tu peux nous toutes les dire? plateformes de podcast, donc ça peut être Apple Podcast, Spotify, Deezer et puis sur YouTube aussi en vidéo.
D'accord. Donc, c'est la conciergerie podcast, hein, j'avais noté, c'est ça? Exactement. D'accord, d'accord. Et ok, donc finalement, le déclencheur, c'est ça, c'était pour toi, pourquoi tu as créé ce podcast, c'est vraiment parce que tu avais envie, entre guillemets, de rétablir la vérité, c'est un peu ça? Ouais, exactement. Il y avait vraiment un manque, d'informations qui étaient véritables, on va dire. Il y avait de fausses idées et il y avait besoin de rétablir la vérité et donc moi, je les ai fait les erreurs malgré que j'avais pris une formation qui m'avait pas apporté ce dont je cherchais. J'ai fait les erreurs, j'ai appris de ces erreurs et je me suis dit: «Bon, je vais documenter sur un podcast» et vraiment expliquer c'est quoi le quotidien d'une conciergerie, c'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas faire et ce qui est préférable de faire. Ouais, ok. Ça a commencé comme ça, du moins. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Alors du coup, au moment où tu crées ton podcast, tu le crées quasi en même temps que tu crées ta conciergerie ou il y a 6 mois 1 d'écart? an après, je crée ma conciergerie, 2020 et 1 an après, puisque là, on vient de fêter les 2 ans du podcast, donc 1 an après, je crée le podcast. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'en 2020, ouais, il y a quelques ressources sur la conciergerie qui commencent à arriver sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que il y avait peu de ressources sur les conciergeries à ce moment-là. Euh, Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai créé ma conciergerie en 2019, je me suis formé en 2018, mais je me suis formé à la base, pareil, enfin, comme toi, hein, plutôt sur la location courte durée Mmh. et, euh, et la sous-location, parce qu'au départ, c'était plutôt ça que je voulais faire. Et je me suis orienté sur la conciergerie assez rapidement finalement. Et là, je me suis rendu compte un peu comme ce que tu décris, euh, ouais, qu'on n'est pas, on n'est pas bien formé quand on est formé uniquement à la location courte durée. Et du coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait quand même pas des masses non plus de ressources, effectivement, en 2020 sur le sujet de la conciergerie. Donc aujourd'hui, ça paraît évident hein, quand on dit ça. De On se tape former. sur YouTube, on tape conciergerie Airbnb, on trouve tout quoi. Donc, Ouais, on trouve de tout. oui, et Ouais. on trouve du tout aussi, ouais. Donc c'est vrai que il y a énormément de ressources aujourd'hui, mais c'est vrai que à ce moment-là, c'était beaucoup moins évident, quoi. Mmh. Ok, ça marche. Et donc aujourd'hui, alors c'est quoi un petit peu les grandes caractéristiques de ton podcast? Je sais pas, il y a combien de vues, il y a des abonnés, enfin, il y a des Ouais, viewers. juste avant, je viens de réfléchir au délai que je t'ai donné, mais en fait, pas du tout. Si le podcast a fait 2 ans, c'est que je l'ai créé en 2022. Donc ça faisait 2 ans que ma conciergerie était lancée. Voilà. D'accord. Pour le podcast, il a, du coup 2 ans, plus de 100 épisodes déjà. Il y a des épisodes solo où c'est moi qui parle et je suis désolée pour ceux qui l'écoutent. Et puis il y a des épisodes interview où ce sont soit des conciergeries que j'interviewe et qui donnent leur retour d'expérience, soit des fois, c'est des outils que j'ai utilisés, que je trouve, hyper intéressants pour les conciergeries et du coup, c'est des personnes qui présentent leurs outils. Et le but, c'est d'avoir des échanges variés et authentiques de gens qui sont déjà sur le secteur pour pouvoir avoir, une variété de stratégies possibles. Ah, ok, ok. Ok, ouais, donc du coup, c'est complètement complémentaire à ces talks que je propose à la communauté. Donc, effectivement, c'est de la valeur ajoutée aussi pour nos communautés respectives. Et Ok, pour les écoutes, je ne sais pas si tu m'as demandé, donc ouais, pour les écoutes, en moyenne, on est environ entre 4000 et 4500 écoutes par mois. très bien. Alors, du coup, tu dirais que c'est quoi le plus grand truc que tu as pu partager ou le truc qui change la vie des conciergeries que tu as pu partager dans ce podcast? Est-ce que s'il y avait un truc que tu devrais citer là-dedans, qu'est-ce que, avec plus de 100 épisodes, ça va être dur hein, de piocher sur un truc. Ouais, je vais pas avoir un truc spécifique parce que honnêtement, je réécoute pas mes épisodes. Ce serait un peu, compliqué, mais des retours que j'ai, ça permet d'avoir de l'information, chose qu'il n'y avait pas, jusqu'à, je dirais, ces derniers mois. Parce que maintenant, il y a de plus en plus d'informations. Mais là, il y a vraiment, pas qu'une personne qui donne ses stratégies, mais il y a, toute une variété de personnes qui expliquent comment eux, ils fonctionnent. Donc ça permet de faire son choix et d'avoir une vision de plein de choses possibles. Parce que chaque secteur est différent, donc on ne peut pas appliquer les stratégies d'une personne. En Île-de-France, ça va être complètement différent que, par exemple, là où je suis. Ouais, ouais. Ok, ok, ok.
Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la séquence suivante, le pitch, donc épreuve redoutée par tous mes interviewés, puisque du coup, il va falloir que tu pitches pour que nous, on puisse aussi, même si on en a déjà pas mal parlé, mais que tu puisses pitcher un peu ce podcast. Qu'est-ce que tu nous proposes dans ce podcast? Jusqu'où ça va, parce que je sais qu'il y a bien plus que du podcast que tu proposes. Voilà, à partir de maintenant, tu auras 2 minutes pour nous pitcher ça. Alors, si c'est un peu moins, c'est pas très grave, on t'en voudra pas. Et derrière, on passera sur une petite séquence de questions-réponses, bien sûr, parce qu'on aura plein de choses à échanger là-dessus. Alors, je te laisse démarrer. Attention, je démarre le chrono. Donc c'est bon. Pas besoin, je pense que ça va durer moins d'une minute. Parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Oui, Qu'est-ce que je peux te dire? Le podcast s'adresse aux personnes qui veulent ouvrir leur conciergerie ou qui viennent d'ouvrir leur conciergerie et qui recherchent de nouvelles stratégies ou qui ont une problématique en particulier et qui cherchent une réponse, hein. Les partages sont transparents et bienveillants. Donc ça, c'est hyper sympa, des conciergeries parce qu'elles partagent, elles aiment partager. Typiquement, il y a un épisode là qui est passé sur le podcast, la semaine dernière, donc au moment où tu vas sortir l'épisode, ce sera peut-être pas la semaine dernière, mais où il a partagé tous ses chiffres en transparence. Donc vraiment, ça peut être hyper intéressant. Voilà, après pour les conciergeries qui veulent aller plus loin, j'ai une communauté qui s'appelle le Club des conciergeries. C'est une communauté où il y a vraiment encore plus de partage de conciergeries, c'est spécifique. Et après, je fais aussi de l'accompagnement pour celles qui veulent se lancer et vivre de leur conciergerie. Voilà, d'accord. 1 minute, non? Ouais, c'est ça, un peu moins d'une minute. Non, mais c'est cool déjà, effectivement, tu proposes ce podcast qui est entre guillemets le premier niveau d'information pour ceux qui veulent découvrir un peu le sujet, avoir de l'expertise aussi, parce que du coup, c'est pas uniquement pour les débutants. Et alors, du coup, ce groupe de conciergerie que tu as ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est finalement de fédérer un certain nombre de conciergeries pour pouvoir partager entre nous, c'est ça? Oui, là, il y a un peu plus de 300 conciergeries et de 300 personnes qui veulent ouvrir une conciergerie aussi. Les 2 sont mélangés, qui partagent, en fait, qui ont une problématique. C'est comme un groupe Facebook, mais c'est pas sur Facebook. C'est comme un groupe Facebook, fermé où, chacun va poser sa problématique ou donner un conseil. Par exemple, un modèle, d'une plaquette commerciale, son site internet, avoir des avis, des choses comme ça et on échange et vraiment la communauté se nourrit toute seule. Tout le monde me pose des questions et il y a toujours plein de réponses. Donc je suis, admirative de, ceux qui sont dans la communauté parce que vraiment, elles fonctionnent toutes seules. Tout le monde, répond à tout le monde. Et puis il y a des petits jeux, donc ça permet aussi d'animer un peu cette communauté et il y a à la gagne, il y a des petites formations, donc ça peut être hyper sympa. Ah oui, c'est intéressant ça. Alors, c'est quoi? C'est sous forme de challenge un petit peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est sur, Skool, je ne sais pas si les personnes connaissent et Skool, ça fonctionne en fait sous forme de points quand, il y a des gens qui postent, qui répondent, qui mettent des likes et ça débloque des niveaux et ces niveaux permettent d'accéder à des formations. Ok, cool. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Très bien, très bien. Et tu n'y es Euh, pas, je crois. Ah non, je suis mauvais élève. Je suis sûr que j'y suis pas. Je suis mauvais élève, mais du coup, vu que tu l'as dit, je vais devoir m'inscrire. Donc, à la fin de cette interview, je serai inscrit. Il faut passer sur l'Instagram, la conciergerie podcast pour avoir l'accès. Ok, d'accord. Bon, on mettra pour la communauté, on mettra les liens de toute façon sous la vidéo pour que tout le monde puisse OK. aller voir tout ça. Et pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis du coup, il est fort possible que je vous retrouve à l'intérieur du groupe aussi. Je t'y Ok, attends. ça marche. Et alors du coup, est-ce que par rapport au podcast, au groupe, ou même par rapport aux accompagnements, au coaching que tu peux faire, c'est quoi les grands changements que tu vois chez les conciergeries qui adhèrent un peu à ça? Alors, peut-être plus sur le coaching, peut-être tu peux peut-être nous en dire un peu plus, les personnes que tu coaches, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est quoi le grand changement qui te signale des choses qui ont bien marché pour eux grâce à ton accompagnement? J'allais te dire plutôt, pourquoi les gens viennent, prendre des accompagnements. Mhm. Si tu veux bien, après je réponds à ta question. Déjà, Ouais, c'est c'est souvent des personnes qui ont vu des choses, qui n'étaient pas vraies, un peu sur internet, qui ont cru que c'était facile et qui se retrouvent bloquées, soit parce qu'elles font tout elles-mêmes et elles travaillent 12 heures par jour, elles sont épuisées et là, elles se disent: «Bon, je vis pas de ma conciergerie, il faut vraiment que je fasse quelque chose».
soit c'est des personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas encore le milieu de la conciergerie, qui se disent bah, moi je veux ouvrir et automatiser et profiter. Et en fait, pas du tout. Je leur explique c'est quoi la réalité d'une conciergerie. Oui, ça demande du travail, mais en fait, si on met les choses en place comme il faut dès le départ, on ne va pas y passer 12 heures par jour, mais on ne va pas non plus pouvoir automatiser à 100%. Il faut travailler. Ouais. Ça, c'est les premières personnes qui viennent me voir, c'est la dure réalité des choses. Je leur explique. Ouais. Et après, que ce soit sur le podcast, la communauté gratuite ou les accompagnements qui sont payants, les résultats arrivent à ceux qui se donnent les moyens finalement. Parce que c'est pas moi qui vais leur apporter des résultats. Moi, je suis là pour leur donner les stratégies, leur montrer le chemin, mais si eux, ils n'appliquent pas, je pourrais rien faire de plus. Donc voilà, les résultats arrivent à ceux vraiment qui mettent mettent les choses en place. Ouais, c'est clair. Bah, mais je te rejoins vraiment, je te rejoins à 1000%. C'est vrai que il y a un peu cette croyance qui est sur Internet de penser que une conciergerie, c'est hyper facile à ouvrir. Alors, moi, je dis tout le temps que oui, à ouvrir, c'est facile. Hein. Si c'est juste un numéro SIRET, c'est hyper facile. Par contre, la développer, la faire durer, ça, par contre, c'est hyper dur, quoi. Et notamment pour ceux qui démarrent de zéro. Voilà, c'est quand même le moment le plus dur quand on a zéro bien et qu'on vient tout juste d'ouvrir et qu'on se demande par où je vais commencer. C'est vrai que c'est le moment le plus dur et c'est là où aussi c'est un peu le tombeau d'un certain nombre de conciergeries parce que en fait c'est dur de trouver le premier bien, c'est super dur. Ouais. Et effectivement, donc, il faut rétablir un peu cette vérité-là et tu le fais bien effectivement à travers ce que tu proposes. Ouais, moi aussi, je suis hyper attaché effectivement à rétablir un peu cette vérité, à expliquer la réalité des choses. Ouais, une conciergerie, c'est pas juste une boîte à clés. Alors, moi, je caricature pas mal l'image, c'est qu'une conciergerie, c'est pas juste une boîte à clés et quelqu'un avec un balai, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Et il y a plein d'activités qui vont avec la conciergerie et qui font que il y a des choses qui sont automatisables, oui, mais il y a plein de choses qui ne le sont pas. Oui. Mais c'est comme sur internet, on voit plein de choses du style, venez gagner des revenus sans avoir d'appartement et sans rien faire en automatique. Ça, je ne comprends pas et les gens tombent dans le panneau. C'est pour ça que moi, c'est pas ma philosophie. Le podcast, il s'appelle La Conciergerie parce qu'il faut être déjà au courant du métier et si vraiment on est passionné et qu'on aime ça, eh bien là, ils vont pouvoir apprendre sur le podcast. Mais jamais je prendrai venez gagner en automatique des revenus issus d'appartements d'autres propriétaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bon, moi, en tout cas, je le dis. Alors, sur mon podcast, moi, je me permets d'être franc aussi avec la communauté qui nous regarde. De toute façon, ils le savent. J'ai l'habitude d'être. Voilà, s'il faut être un petit peu cash, je le suis. Et ouais, je trouve que cette approche-là, non seulement elle est trompeuse, on trompe la personne qui vient acheter le produit ou le service ou la formation. Et en plus, je trouve ça hyper malsain. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la formulation, je la trouve hyper malsaine. Une conciergerie, c'est un partenaire avec le propriétaire. C'est ça. Et puis même pour ceux qui mettent ce message en avant, quel type de clients ils vont avoir? Des gens qui cherchent à gagner, qui cherchent une opportunité et à gagner de l'argent, pas à travailler et ouvrir une entreprise sur le long terme. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Monter une conciergerie, ça peut être facile, mais par contre, la faire durer, c'est une autre histoire. Et oui, gérer une entreprise en général, faut travailler et ça demande pas mal de recherche, de stratégie et d'adaptabilité. Ouais, ok, ça marche. Du coup, c'est vrai qu'on a pas mal balayé sur ton podcast. J'avais des questions, finalement, on y a répondu là un petit peu en direct, donc je ne vais pas te les reposer. En tout cas, voilà, moi, en tout cas, je partage à 100% ton approche. Et c'est aussi, moi, ce que je véhicule dans la communauté. Donc, c'est cool qu'on soit en phase sur ce sujet-là. Ok. Alors, peut-être, est-ce qu'on peut parler rapidement de la conciergerie que tu avais pour que la communauté puisse aussi bien comprendre dans quel environnement tu fonctionnais. Alors, tu étais donc dans la région de Bordeaux en termes de conciergerie, c'est ça? En zone rurale, plutôt à 30 km de Bordeaux.
dans les vignes, Saint-Émilion pour ceux qui connaissent. OK. Voilà. OK, donc rural, forte saisonnalité avec les vignes, Oui, forte saisonnalité. Faut trouver des stratégies parce que du coup, les revenus sont pas stables au début, donc faut trouver de quoi avoir des revenus stables et voilà, j'ai géré cette conciergerie pendant environ 3 années. J'ai eu jusqu'à 50 logements, du studio, quoique studio, ouais, je dirais plutôt des terres bis, on va dire, jusqu'à la grande villa, de 20 personnes. D'accord, d'accord. Et alors du coup, cette diversité, parce que, alors moi aussi je pars du studio jusqu'à la grande maison. Cette diversité de biens fait qu'on les gère pas de la même manière et du coup, Exactement. comment tu étais organisé? Comment tu t'adaptais à ça? Parce qu'aller faire un studio, c'est pas la même chose que de s'occuper d'une maison de 20 personnes. Et non, tout ce qui est appartement, je les avais parce que du coup, c'est plus stable en revenus. Ça peut se louer toute l'année. Il y a des professionnels, mais aussi des touristes. Alors que les villas, ça va se louer qu'à sur du loisir pour les vacances. Donc j'ai aussi eu des appartements pour pouvoir, avoir des revenus un peu plus stables, en basse saison et surtout, pouvoir automatiser parce que les appartements, on peut les automatiser. Il n'y a pas besoin d'être présent pour les accueils et pour les sorties. Par contre, pour les villas, ça demande une autre organisation. Il y a quand même un extérieur, une piscine. Les voyageurs payent assez cher, ils cherchent, de la relation et là, il y a une autre approche. Donc ça m'a permis vraiment de voir les 2 approches et les villas, comme elles se louent, généralement pendant les vacances et l'été, ça demande que du travail à cette période-là. Donc c'est vraiment les appartements qui demandent, du travail sur toute l'année, on va dire. Ouais, d'accord. Et alors du coup, comment tu, au niveau de ton je rentre du coup dans la séquence suivante, hein, où on va rentrer dans le détail de ton activité, podcast et conciergerie. Hem, comment tu, organises tes équipes de ménage? Enfin, comment tu organisais tes équipes de ménage par rapport à ça? D'ailleurs, tu déléguais le ménage, c'est quoi? C'est plutôt des auto-entrepreneurs, des sociétés, des salariés? Comment tu déléguais? On va commencer par ça. Ouais, eh bien, oui, une 50 enfin, jusqu'à 50 logements, j'ai pas pris de salariés, trop cher. En plus, je suis dans une zone où il y a beaucoup de saisonnalité, donc vraiment pas intéressant. Donc c'était des indépendants, des micro-entreprises D'accord. uniquement. J'avais pas de société, de ménage à proprement parler, c'était des indépendants et on va dire qu'en basse saison, une personne suffisait et elle faisait, on va dire, elle pouvait faire jusqu'à 4 ménages par jour, mais c'est elle qui le demandait, hein. C'est pas moi qui lui imposais, attention. Mais après, quand c'est des studios, voilà, c'est moins d'une heure, donc voilà, ils sont très bien faits en moins d'une heure en plus et en haute saison, on pouvait aller jusqu'à 3-4, indépendants. Ouais, OK. Et alors du coup, ouais, ça veut dire qu'en basse saison, on va dire, que c'était plutôt les petits formats appartements qui tournent, C'est ça. on va dire. Donc organisation du ménage finalement entre guillemets «plus simple». Alors il faut enchaîner les interventions quand même. Oui. Une organisation un peu plus simple et par contre haute saison, donc là tu reprends les villas. Sur les villas, comment tu gères? Tu envoyais, 2-3 personnes par intervention? Heu, comment tu gérais cette partie ménage? Ça dépendait puisqu'en fait, il y a des aides ménagères qui voulaient travailler seules et d'autres qui ça dérangeait pas d'être 2. Mais la plupart du temps, quand c'est des grosses villas de plus de 4 chambres à plus, si le temps est limité, il va y avoir 2 personnes. C'est plus simple et puis moi, je viens toujours, inspecter à la fin pour accueillir le voyageur, hein, parce que, en général, il arrive le jour même, donc il faut que ce soit prêt à l'heure. J'inspecte et puis si vraiment il y a du retard, je donne un coup de main parce que ça reste quand même, des humains et il peut y avoir, du retard et ça peut être plus sale parce que les voyageurs ont pas été très très respectueux avant, donc voilà, moi, j'hésite pas à donner des coups de main, hein. C'est pas parce qu'on est gérant de conciergerie que je vais rien faire et les regarder travailler. Ouais, et du coup, là, c'est vrai que tu justement, tu abordes un sujet, que moi je trouve crucial. On en parlait tout à l'heure quand on disait que c'est pas juste une conciergerie, c'est pas juste une boîte à clés, un balai et puis j'encaisse les sous. C'est pas du tout ça et tu viens de le dire, en fait. C'est que, il y a des imprévus, il y a la vraie vie et que, Mmh. bah, parfois on oublie, bah, il faut mettre la main à la pâte. Alors après, tout ça, c'est une organisation, hein, mais voilà, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants de conciergerie qui ont mis la main à la pâte à un moment donné Mais oui. et moi je dis toujours à ma communauté que
et moi, je le dis même carrément au démarrage, quand on a un bien ou 2, de faire soi-même, de faire soi-même les ménages, de faire, éventuellement des remises de clés si jamais il y a de la remise de clés à faire, ou en tout cas d'en faire quelques-uns pour comprendre en fait, pour Je dis comprendre la même le chose. la pratique. Je dis la même chose pour la simple et bonne raison que quand on démarre, on ne sait pas combien de temps va durer le ménage, par exemple, dans un des logements et pour pouvoir déléguer, il faut savoir le faire soi-même, pour, Ouais, montrer à la personne, comment faut faire. Alors, chacun il y a des personnes qui vont se dire: «Oui, moi, je vais pas lui montrer comment faire son travail parce qu'elle fait déjà des ménages». Sauf qu'en fait, chaque logement est différent et c'est important de lui montrer, les spécificités du logement, et puis aussi, soi-même être certain qu'il faut tant de temps parce que si finalement il y a des conciergeries des fois qui vont payer à l'heure leurs prestataires, le prestataire dit: «Bah, j'ai passé 2 heures dans un studio» et le prestat enfin l'exploitant de conciergerie, il va pas savoir dire: «Bah, non, non, c'est 45 minutes en fait». Il va payer 2 heures, donc c'est bien de le savoir, oui. ouais, ouais, c'est clair et en plus chaque bien, a ses spécificités. Heu, Moi, par exemple, je sais que j'ai des biens, ils sont dans le même immeuble, pas le même étage, même orientation et pourtant il y en a un qui ramasse la poussière à mort entre 2 réservations et pas l'autre. Ouais. Et ça paraît fou, mais du coup, ça change notre manière de bosser dans les 2 appartements, quoi. Donc, ouais, ouais, chaque bien est différent et il faut comprendre, à mon sens, en tant que dirigeant de Mmh. conciergerie, quels sont les problèmes que vont rencontrer nos équipes de ménage pour justement être capable de mieux, comme tu disais, mieux calibrer le temps, mieux calibrer les ressources dont ils vont avoir besoin, enfin, mieux organiser tout en amont. Et ouais, donc voilà, c'est hyper important qu'on sache le faire déjà, en tout cas, qu'on ait déjà essayé de le faire pour bien comprendre les problèmes qui peuvent être rencontrés. Oui, donc effectivement, c'est important de pratiquer soi-même le ménage avant pour mieux être capable de manager aussi ses équipes, de mieux les piloter. Ok, donc toi, tu travaillais avec des auto-entrepreneurs. Euh, comment, comment tu gères, je dirais, la partie, alors peut-être, je ne sais pas si tu le faisais, moi je sais que je demande à mes équipes de ménage de faire un contrôle des lieux avant de démarrer Ouais. l'intervention en elle-même, donc s'assurer qu'il n'y ait pas de choses cassées, manquantes, etc. C'est un exercice qui n'est pas évident du tout. Alors, on va dire sur des studios petite surface, c'est assez facile. C'est rapide, Euh, oui. ouais, rapide et facile. Par contre, sur des villas, moi je sais qu'on a justement, on a cette problématique-là. Sur des villas, beaucoup, beaucoup plus difficile, beaucoup plus fastidieux. Par contre, moi je sais que j'ai fait le choix de le faire, en tout cas d'être assez pointilleux sur cet aspect-là. Est-ce que toi, tu leur demandais de faire un contrôle des lieux, même sur les villas? Est-ce que c'est toi Mmh. qui le faisais? Enfin, comment tu organisais, comment tu organisais? Ouais. Bah, il faut savoir que maintenant, de nos jours, il y a des outils hyper performants sur ça et moi, j'avais décidé de prendre un outil qui permet, déjà d'envoyer les missions de ménage, avec les heures et tout. J'avais pas besoin de moi-même les envoyer. La prestataire qui prenait ce ménage, en général, si elle a la mission, c'est qu'elle a déjà fait ce logement, donc elle sait dans quel état il est, et s'il y a des choses qui sont abîmées. Parce que moi, quand je prends le logement en gestion, déjà, je fais un état des lieux, même si on n'a pas le droit de dire état des lieux, à proprement Ça, je dis parler. contrôle des lieux. Voilà et du coup, le prestataire, quand, il arrive pour le ménage, il a pas le choix sur son application de ménage, il est obligé de prendre des photos, en fait, de chaque pièce. Donc déjà, lui-même, il va s'apercevoir visuellement s'il y a des choses qui sont pas normales et là, il m'en informe et sinon, ben, moi, j'ai le rapport de ménage. Si vraiment, la personne n'a pas vu, je vois, moi, visuellement, s'il y a eu un problème. Après, quand c'est, des villas un peu plus poussées ou j'ai une villa vraiment haut de gamme. Là, c'était vraiment villa d'architecte avec du mobilier, assez cher. Comme je venais faire les accueils et les départs, quand c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, mais il y avait un état, enfin, il y avait une, vérification des lieux, au moment du départ. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, en fait, ce que les équipes ou toi vérifiaient, c'est, on va dire, photo initiale Oui. versus ce que j'ai devant mes yeux, quoi. C'est ça et comme j'allais régulièrement dans les logements, en fait, je m'aperçois si c'est de l'usure, si c'est cassé par rapport, en amont puisque tous les logements que j'avais, c'est moi qui les ai rentrés puisque je j'ai pas d'associé, j'ai pas pris quelqu'un pour faire les rendez-vous à ma place, donc je connais les logements. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait.
C'est vrai que moi, il y a un truc qui me ferait rêver. Je crois que j'en ai parlé dans une autre interview, mais ça me ferait tellement rêver que peut-être que ça donnerait des idées à des développeurs d'imaginer des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que les contrôles des lieux, c'est un peu comme le jeu des 7 erreurs, des 7 différences. Euh, et même si effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, on peut comparer des photos et tout ça. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien pouvoir optimiser cette activité-là et que l'information nous remonte, entre guillemets, en direct quand la personne est sur place. Parce que là, le comparatif photo, tu peux le faire a posteriori, il n'y a pas de souci. Mais en direct sur place, moi, je rêverais d'avoir une appli ou autre chose qui nous permette en live, Mm. justement, toi, avec un téléphone, par exemple, où on filmerait la pièce, tu vois. Et cette vidéo, en fait, elle est en live, comparée aux photos qu'on pourrait avoir ou à une autre vidéo initiale euh, Ouais, ça peut arriver, ouais. de bien, tu vois. Et Ouais. qui nous dirait tout de suite, attention, là j'ai détecté, il y avait un coussin, là il n'y est pas, je sais pas, enfin tu vois, un truc un peu poussé. On pourrait même imaginer de se dire, je sais pas, j'ai vu 4 serviettes dans la vidéo, il en manque 2, voilà, je suis capable de le remonter Ouais. grâce à cette vidéo. On pourrait même imaginer ce genre de choses. Ah Et ouais, je ouais, rêverais. avec l'IA, ce serait possible, hein, je pense, hein. Bah, complètement, complètement. Ouais. En fait, je suis même assez persuadé que ça finira par arriver. Bon, il faut que le besoin remonte bien Bonne à des personne. développeurs. Ouais, 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 c'est ça. Mais je rêverais d'avoir un truc comme ça, tu vois, soit avec un téléphone ou même, moi Ouais, j'imagine beaucoup. on scanne la maison avant et on scanne la maison après et voir C'est s'il y a ça, des différences, ouais. c'est ça, c'est ça. Moi, en fait, je pense que une des améliorations des, de nos intervenants d'une manière générale, pas forcément ménage, mais tout en fait. Dès qu'on fait une intervention terrain, moi, je vois beaucoup la réalité augmentée nous aider, en fait. Donc, que ce soit Mmh. soit avec mon téléphone, soit avec des lunettes. On peut très bien imaginer des Google Glass, tu vois, euh, qui feraient ça, tu vois. Non, mais je vais volontairement très loin, mais en fait, je l'imagine comme ça, quoi. Oui, 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 je vois. Ouais, c'est pas mal, une bonne idée, ouais. Et j'imaginerais bien ce truc-là, tu vois, et tu pourrais prendre tes photos, même avec tes lunettes, tu vois, une fois que tu as terminé, l'intervention est terminée, c'est limite, tu n'as plus qu'à prendre les photos avec les lunettes ou voir ça les prend en automatique en filmant. Enfin, Mmh. on pourrait imaginer plein de choses. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui nous ferait gagner en productivité, moi, je pense. Et ouais, ça fonctionnerait aussi pour les agents immobiliers qui font des états des lieux, d'ailleurs. Ouais, 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 pour plein de choses. En fait, l'idée, c'est un peu, ça se rapproche de ce qu'on fait pour les états des lieux, pour les voitures qu'on loue, Oui, par voilà, exemple. les voitures aussi, ouais. Mmh. Ouais, donc, il y a des trucs qui existent où, en fait, on passe la voiture sous un scan Oui. euh, et elle est vérifiée en termes de. Je crois que ça vérifie la carrosserie, donc peut-être pas l'intérieur. Mais voilà, c'est un peu l'idée de scanner comme ça un bien, et nous, du coup, de l'intérieur, pour avoir sur le truc. Voilà. Bon, peut-être que Mmh. mon message sera entendu, on ne sait jamais. Ok, donc ok pour le contrôle et le ménage. Au niveau de la commercialisation des biens, euh, alors sur des studios, j'imagine que tu laisses les réservations s'enchaîner. Sur les villas, tu acceptais des réservations qui s'enchaînent ou est-ce que tu laissais une nuit entre guillemets de latence entre 2 réservations? Comment tu fonctionnais? Non, je bah, je comprends pas qu'on puisse perdre une nuit parce qu'en fait, l'été, on fait du samedi au samedi. Je peux pas bloquer, une nuit pour, qu'ils arrivent le dimanche. Donc non, Ouais. non, il y avait pas de voilà, c'est le premier ménage à faire dans la journée. On va mettre 2 personnes pour aller plus vite s'il faut, mais les villas l'été, c'est du samedi au samedi la plupart. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu étais en zone, tu disais, hyper Rural, saisonnière. Donc, en fait, ouais. ta saison, elle se joue, enfin, ton année se joue quasiment à ce moment-là. Donc, Mmh. tu peux effectivement pas te permettre de perdre. Je dis ça parce que c'est vrai que dans les zones urbaines, les villas, elles s'utilisent pas de la même manière. Pour le coup, bon, déjà parce qu'en zone urbaine, et puis la région parisienne a aussi une spécificité, c'est quand même des gros bassins d'emploi. Mais c'est vrai que ça marche toute l'année. Et du coup, on a une vraie question sur est-ce qu'on laisse les réservations s'enchaîner ou pas. Aujourd'hui, je les laisse s'enchaîner. Et par contre, on s'adapte si on voit qu'il y a une nuit de libre. Ça, on sait qu'on a un petit peu de temps. Par contre, s'il n'y a pas de nuit de libre, ben, du coup, elles y vont à 2, voire à 3, ça va dépendre. Mmh. Oui, il faut se dire ça aussi. Quand, il y a pas de réservation, le jour même, le ménage peut être fait, plus tard. Il est pas prioritaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Et bien, écoute, je pense qu'on y voit plus clair aussi sur ta conciergerie. Et en tout cas, ce que tu peux nous partager comme expérience, est-ce que
Est-ce que tu vois d'autres choses que tu voulais nous partager là sur ta conciergerie avant que je repasse peut-être plus sur ton podcast? Il y a une problématique sur le linge dont on n'a pas parlé et c'est vrai que, ben, en Île-de-France, il y a pas cette problématique. Il y a des blanchisseries pro, enfin, je sais pas comment tu travailles, mais j'imagine que toi, tu as une blanchisserie professionnelle qui te loue le linge, non? Alors j'ai fait plein de fonctionnements différents. Actuellement, j'ai mon propre linge. D'accord. Et aujourd'hui, on le lave nous-mêmes dans une laverie. Aujourd'hui, c'est un peu OK. hard, mais aujourd'hui on fait Mmh. ça. J'avais une blanchisserie pro, mais c'était, on va dire que le rapport qualité-prix pour moi n'était pas présent. C'est-à-dire que c'était assez cher. Ouais. Bah, pour du linge de qualité, on va pas se mentir. Hein, pour le coup, le linge est vraiment de qualité et avec une activité aussi qui est du coup, enfin, tu vois, on n'a pas le truc du lavage du linge, du séchage. Moi, c'est le séchage Ah ouais. qui est infernal. Pas besoin de repasser pour les villas, C'est mmh. ça, c'est ça. Donc c'est vrai que ça me soulageait pas mal, mais je trouvais que le rapport qualité-prix n'était pas là et ça nécessitait d'avoir un local, mais ça, de toute façon, en fonction des quantités, on n'a pas le choix. Mais il fallait aussi que les livraisons de ce prestataire-là soient suffisamment régulières, ce qui n'était pas le cas, quoi. Donc Ah oui, d'accord. régulièrement, ça nous a mis dans des Mmh. situations qui étaient assez contraintes et du coup, en fin de compte, on se retrouvait à nous laver du linge, ce qui est juste pas normal, quoi. Mmh mh. Ouais, mais Donc, tout ça pour dire que en zone rurale, il y a quand même des problématiques sur le linge. Il y a pas de blanchisserie qui va louer généralement à des, conciergeries, soit qui n'ont pas assez de logements, soit qui sont trop excentrées des grandes villes. Moi, j'étais à 30 kilomètres de Bordeaux. Bordeaux, il y a pas de souci, il y a des blanchisseries, mais à 30 kilomètres de Bordeaux, il y en a plus. Donc ouais, j'ai eu, plusieurs changements, de méthode. J'ai eu le linge des propriétaires au début, quand on démarre, qu'on n'a pas de trésorerie, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là. Sauf que ça dure un temps. Au bout de 10 logements, c'est plus possible. Après, bah, du coup, le logement des pro enfin le linge des propriétaires, lavé en pressing, donc c'était pas donné non plus, même s'il y avait des tarifs pro, franchement, moi j'avais des tarifs qui étaient super, corrects et au bout d'un moment, beh, je trouve pas de location de linge. Qu'est-ce que je fais? Beh, j'ai acheté mon linge. Sauf que c'est un vrai coût, en fait, pour une conciergerie, surtout une conciergerie, on va dire qui est saisonnière. Heu, en moyenne saison, je dirais, moi, quand même, parce que ça se loue pas pendant 2-3 mois seulement de l'année. Mais oui, donc s'il y a des gens qui écoutent ce talk show et qui, sont dans le milieu, de la blanchisserie, beh, allez aussi dans les zones rurales. Même si, d'autres conciergeries écoutent et se rassemblent entre elles dans les zones rurales, ça peut faire aussi plus de logements et plus de poids pour avoir des blanchisseries qui viennent. Donc ouais. hyper important. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le linge, c'est un sujet à part entière. Alors, il y a la partie logistique, comme tu soulignes là, et puis il y a la partie, moi, je trouve, financière, c'est-à-dire que, heu, quand tu achètes du linge ou même tout cet ensemble, l'achat de linge, le local, enfin tout ce que tu veux, le lavage et tout ça, heu, surtout moi ce que je mets toujours en avant pour les conciergeries, c'est n'oubliez pas de bien facturer ces trucs-là, quoi. Alors après on Mmh. facture aux voyageurs, aux propriétaires, ça je vous laisse chacun a sa méthode, mais de bien calibrer ça, de bien facturer ça, bien en entier, quoi. Et surtout, alors après, je sais pas quelle est ta posture par rapport à ça, mais surtout prenez une marge, quoi. Oui. Je veux dire, à un moment donné, euh, enfin, on n'est pas dans l'associatif, donc on n'est pas une association caritative avec tout le bien que j'en pense, mais c'est pas notre Mmh. sujet. Exact. Donc, Après, il y a encore des différences, hein, en zone urbaine et zone rurale. Des fois, pour faire nettoyer le linge, ça peut revenir très cher en zone rurale parce qu'il y a qu'un seul pressing, donc pas le choix et du coup, se mettre une marge en plus du linge, ça fait des prix extrêmement chers. Donc il faut utiliser d'autres méthodes. Il faut aller en laverie, c'est moins cher, ça demande plus de temps, mais il faut essayer d'optimiser, quoi. ouais, 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 c'est ça. Il y a toute une optimisation, tout un équilibre à trouver. Mais là, pour le coup, tu vois, là, pour le coup, on est vraiment dans le boulot de la conciergerie, moi, je trouve. Enfin, Ouais, ça dépend est-ce que c'est ta société de ménage, si tu une société qui le gère, mais en tout cas, on est clairement dans le sujet de la conciergerie ouais. ou dans l'optimisation. Et justement, on disait tout à l'heure qu'être formé à la location courte durée, c'est pas être formé à la conciergerie. Ben, voilà un des sujets, quoi. Mais c'est d'ailleurs, pour ça aussi que j'ai créé ce podcast parce que, tu vois, en zone rurale et en zone urbaine, c'est pas les mêmes stratégies Ouais, et c'est important de voir, tout un panel d'exploitants de conciergerie qui ont eu des difficultés différentes et c'est vrai que, c'est pour ça qu'aussi je fais du coaching personnalisé parce que chaque secteur est différent et il faut s'adapter en fonction de son secteur. On peut pas aller se former sur, quelque chose de générique qui a fonctionné pour quelqu'un, mais qui va peut-être pas fonctionner pour, telle conciergerie. ouais, tout à fait, tout à fait.
je suis d'accord. Ok, c'était la petite séquence linge. C'est vrai que c'est toujours le truc, c'est toujours une Ouais. question, ça. C'est vrai que c'est toujours une grande question. Euh, alors du coup, pour revenir peut-être un petit peu sur le podcast, alors du coup, je pense que on les a peut-être abordés, mais finalement, c'est quoi un peu on va dire, allez, les trois grands sujets que tu vois revenir régulièrement dans ton podcast ou que toi tu aimes aborder, je sais pas sous quel angle tu veux répondre à cette question, mais c'est quoi un peu les sujets que tu vois revenir régulièrement dans le podcast? Bah, la gestion de la logistique, on vient juste d'en parler. C'est ce qui revient le plus souvent. Beaucoup d'exploitants de conciergerie m'expliquent leurs problématiques sur ça dans les interviews. Il va y avoir aussi, comment avoir plus de clients, l'acquisition de nouveaux clients. Quand on démarre, quand on est avancé, comment on va faire? Et puis on va aussi parler beaucoup des outils innovants, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai démarré, il y avait pas tant d'outils que ça et ça se développe de plus en plus et ça, c'est hyper, motivant de se dire, «Je me lance maintenant alors qu'il y a des outils, performants qui vont m'aider». Donc ouais, Ouais, tout à avec le fait. Alors du système. coup, ouais, tout à fait. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un outil que tu utilisais dans ta conciergerie. C'est Passe-Passe que tu utilisais, toi? Ah, tu veux des noms, c'est ça? Je veux. Ouais, c'est exactement ça, c'est passe-passe. Ok, d'accord, d'accord. Et alors aujourd'hui, quelle combinaison d'outils ou quel outil tout simplement tu conseilles aux conciergeries? Par exemple, pour quelqu'un qui démarre, par exemple? Passe-passe. Honnêtement, pendant 2 ans, je connaissais pas passe-passe, donc j'ai utilisé tous les outils possibles. Je l'ai changé, je voyais ça s'adaptait pas, c'était trop cher ou voilà, j'ai essayé plein de trucs et j'ai découvert, passe-passe au hasard, je sais même plus comment et j'ai testé et sans mentir et sans faire la promotion de passe-passe, c'est pas le but, j'ai dû gagner bien, 4-5 heures par semaine à pas avoir à accueillir les voyageurs parce que j'ai bien automatisé sur les logements et ils ont des guides, ils me posent plus autant de questions, je vois quand est-ce qu'ils sont arrivés parce qu'ils ont une application et ils valident leur arrivée. Ils notent le ménage en amont, donc s'il y a eu un problème sur le ménage, je peux régler pendant le séjour, le problème et pas après parce que le voyageur, il met une note après et s'il dit rien, bah, c'est trop tard. Donc Ouais. ouais, il y a pas mal de choses. La facturation propriétaire, pareil, j'ai gagné un temps énorme. C'est vrai que quand on a un ou 2 logements, on se rend pas compte, mais quand on commence à arriver 20, 30, 40 logements, la facturation, tu y passes des jours, quoi et ouais, tout ça, l'envoi des missions ménage, pas besoin de le faire, vraiment, ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc je le Ouais. recommande dès le premier logement pour pouvoir déjà, l'essayer et connaître comment ça fonctionne pour ensuite aller plus vite sur les prochaines entrées de logement. Ok. 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 Ça marche. Passe-Passe, du coup, c'est un PMS, du coup. C'est un PMS et qui fait channel manager à la fin de l'année aussi. Oui, j'avais entendu ça. Ouais, en effet. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un peu la brique Oui. qui manquait dans Passe-Passe. Ouais. Ok, ok. Ouais, très bien. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs outils. Moi, à titre perso, j'utilise Icnea depuis cette année, euh, OK. qui est un PMS, à l'origine, c'est un PMS espagnol, qui vient de qui vient de se déployer en France depuis cette année, je crois. Enfin, c'est bref, c'est assez récent. Et qui, je trouve, propose un rapport qualité-prix qui est intéressant. On retrouve des fonctionnalités que tu as citées, OK. euh, mais pas tout, parce que c'est pas aussi complet que Passe-Passe, hein, pour avoir déjà vu Passe-Passe aussi. C'est pas aussi complet, mais c'est un petit compromis, on va dire. C'est un petit compromis Mmh. entre un PMS trop light et peut-être un PMS hyper complet comme Passe-Passe. On est peut-être entre les deux. Donc voilà, moi j'ai opté pour ça. Donc là, ça fait à peine un an, donc le recul n'est pas encore fou, mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais. Mmh. Ok, ok, ça marche. En termes de technologie, bon, de toute façon, les technologies aujourd'hui, enfin, on les connaît un petit peu tous, hein, je ne sais pas forcément. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Qu'est-ce que tu recommandes comme technologie en termes d'arrivée autonome? Tu es plutôt boîte à clé, plutôt serveur connecté? Comment tu fonctionnais? Alors, en zone rurale, enfin, en tout cas, de mon secteur, je trouve que demander aux propriétaires de payer une serrure connectée, c'était très onéreux pour les prix à la nuitée qu'on demande. Parce que c'est vrai que ça va à 40-60 € la nuit, sachant que ça se loue pas toute l'année à 100 on va dire. Donc Ouais, ouais. c'était délicat. Il faut savoir aussi que, bah, quand j'ai démarré, j'y connaissais pas grand-chose en serrure connectée, donc j'ai opté pour la boîte à clés.
Mais si c'était à refaire, j'opterais maintenant pour la serrure connectée, pour plus, de suivi, notamment s'il y a beaucoup d'entrées-sorties, notamment pour la sécurité, l'envoi des codes automatiques, ouais. Maintenant, je recommanderais la serrure connectée. Ouais, c'est ça, c'est que, entre guillemets, tout ce qui est automatisable, si c'est la philosophie du bien, automatisons-le, et puis après, puis on verra ce qui reste à déléguer, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je profite pour aller peut-être sur une question par rapport à ça, c'est les relations qu'on peut avoir avec, moi, ce que j'appelle les parties prenantes, mais tu vois, avec les mairies et autres. Moi, je sais que je vois, alors désolé pour les conciergeries qui nous écoutent et qui font ça, parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je sais que je déconseille, voire même ceux qui sont en coaching avec moi, je leur interdis de faire ça. Ne mettez pas de boîte à clés sur le mobilier urbain. Ouais. Parce que, bon, ok, ça peut être hyper pratique pour vous, ça développe le business pour tout le monde, pour votre propriétaire et tout, on est d'accord. Le truc, c'est que pour moi, la mairie, c'est une partie prenante avec qui on bosse, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est une partie prenante. Et si on veut avoir une bonne image auprès des mairies, il faut aussi respecter leur territoire, parce qu'il faut oublier que c'est leur territoire. Et donc, moi, je suis hyper sensible au fait qu'on doit respecter le territoire dans lequel on travaille. Et mettre des boîtes à clés sur du mobilier urbain, bah, c'est juste être irrespectueux vis-à-vis de la mairie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Alors, il n'y a pas que ça, c'est tout un sujet beaucoup plus large. Mais ça contribue à la mauvaise image de la location courte durée, en fait. Donc, moi, je sais que voilà, je préconise pas du tout de faire ce genre de choses. Après, peut-être sur des zones rurales, je sais pas comment ça se vit, mais en zone urbaine, c'est juste. Enfin, moi, j'ai vu des trucs qui sont juste hallucinants. Hein. Encore une fois, désolé pour les conciergeries qui nous écoutent, mais je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai déjà vu des boîtes à clés déjà sur les barrières, sur les trottoirs là. Ça, c'est juste inadmissible. Ou alors des boîtes à clés sur des attaches vélo. Enfin, j'ai vu des trucs. Enfin, j'ai vu des trucs, mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Je pense qu'il faut se demander pourquoi, on met des boîtes à clés à ces endroits-là. Simplement, je pense, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'immeuble de façon automatique. Si c'est cette raison-là, il y a des solutions, hein, maintenant. Exactement. Alors, c'est facile de le dire, effectivement, tu as raison de le dire aujourd'hui, parce qu'on a quand même plein de solutions qu'on n'avait peut-être pas il y a 3, 4, 5 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse sur j'ai pas de solution, quoi. Enfin, on trouvera toujours un truc. Et ça, pour le coup, c'est le boulot de la conciergerie aussi, que Ouais, d'accompagner le propriétaire dans des solutions plus ou moins innovantes, plus ou moins spéciales. C'est clairement le boulot de la conciergerie que de proposer ça et, et de ne pas, entre guillemets, nuire à notre environnement, quoi. c'est ça. Ok. Alors donc les technologies, on en a parlé, on en a un petit peu parlé. Comment alors soit au travers de ton podcast, soit au travers tes coachings, qu'est-ce que tu conseilles pour les conciergeries qui ont besoin de s'adapter quand il y a des baisses de remplissage ou des problématiques liées justement à la basse saison peut-être? Qu'est-ce que tu leur recommandes, soit dans tes podcasts, soit d'après ton expérience? Bah, déjà, il faut, savoir si la baisse, elle est générale ou si c'est que, la baisse dans sa conciergerie. Parce que si la baisse, elle vient que de son activité, là, il faut remettre en question les stratégies et revoir les méthodes. Si la baisse est générale, malheureusement, il y aura pas plus de touristes. Donc il faut trouver une autre méthode pour avoir des revenus, différents, pour combler, en fait, cette baisse ou avoir d'autres logements qui pourraient permettre. Mais encore là, s'il y a une baisse de touristes, il y a une baisse de touristes, hein. On peut rien y faire. On est malheureusement dépendant du tourisme, hein, dans le milieu de la conciergerie. Mais par contre, si c'est une baisse qui est vraiment dans son activité et pas globale, là, il y a des méthodes. Il faut revoir un peu ses bases, peut-être changer de stratégie et ça après ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis pas en zone rurale, donc j'ai beaucoup moins de saisonnalité. Mais je connais des conciergeries qui proposent des services dans les périodes creuses aux propriétaires. En général, c'est plutôt, on va dire, de l'intendance ou Mmh. tu vois, passer un peu dans le logement pour dépoussiérer, par exemple. Enfin, ce Ouais. type de prestations un peu annexes qui ne me semblent pas idiotes du tout. Est-ce que tu as en tête d'autres prestations un peu de ce Mmh. type-là que tu pourrais conseiller à la Mais communauté?
En zone rurale aussi, ça se fait, puisque du coup, les logements sont vides. Donc il faut quand même aller ouvrir, aérer, peut-être arroser, peut-être, en profiter pour nettoyer à fond toutes les vitres, donc ça aussi, on peut le faire en zone rurale et ce que je conseille aussi, c'est de faire de la vente additionnelle, pouvoir avoir le temps de le mettre en place à ces périodes creuses et pouvoir le proposer activement, ne serait-ce que, proposer, l'arrivée, anticiper le départ tardif, déjà, ça fait des suppléments, proposer, je sais pas, des petits snacks, locaux, c'est toujours intéressant. Des balades D'accord. à vélo, Ouais, 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 ouais. Alors, c'est vrai que moi, sur les ventes additionnelles, alors j'ai une posture un peu tranchée, mais voilà, après, c'est comme je dis toujours, hein, il n'y a pas de vérité absolue, et puis ça dépend des zones et tout ça, hein, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que dans des zones urbaines, en tout cas, je vais parler des zones urbaines en tout cas, c'est vrai qu'on a moins de saisonnalité, on subit moins de saisonnalité. Du coup, entre guillemets, on a un chiffre d'affaires toute l'année. Et c'est vrai que du coup, travailler sur les ventes additionnelles, à part arrivée tardif ou départ plus tard, qui est facile à mettre en place, entre guillemets, c'est vrai que moi, je suis pas fan en fait des ventes additionnelles, tu sais, du style, je sais pas, petit déjeuner ou ouais, ne pas aller dans l'hôtellerie non plus, quoi. Je alors, je suis d'accord, hein. ouais, alors même sans parler de la para-hôtellerie et de la réglementation qui irait avec ça, mais tu vois, je trouve que c'est beaucoup d'énergie mis en place pour un chiffre d'affaires qui est pas forcément dingue. Euh, Après, ça a peut-être beaucoup de sens, par exemple, sur du très haut de gamme, ça a peut-être du sens. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis pas le plus grand fan de la vente additionnelle, vente de petit déj, parce que tu vois, comment tu te rémunères, je sais pas si tu fais livrer un petit déjeuner, comment toi, tu prends ta part là-dessus. Ouais. Euh, Bah, après la vente additionnelle, honnêtement, sur les appartements, c'était que, l'arrivée anticipée, le départ tardif. Après, c'était vraiment sur les villas. Les villas où là, ils cherchent une expérience, un chef à domicile, des ouais, visites de vignobles, pour une journée et là, en fait, j'ai des partenaires et puis j'ai une commission. ouais, C'est pas ouais, moi ouais, qui mets en place finalement. Je mets juste en relation. ouais, d'accord. Tu fonctionnais comment, en rétro-commission ou alors c'est toi qui encaissais et tu payes le prestataire? Non, rétrocommission. D'accord. Ouais, du coup, c'est plus difficile à suivre en rétro-commission, non? Ben, en fait, les clients me contactent, ils me disent qu'ils ont besoin de quelque chose, je mets en relation et de toute manière quand je les accueille parce que c'est pour du haut de gamme, je les accueille, ils me disent qu'ils vont partir avec. Donc je sais que, il y a et puis j'ai confiance avec les partenaires avec qui je bossais donc Ouais, oui, donc oui. Oui, c'est sûr qu'il y a la partie confiance qui est hyper importante, ouais, je suis d'accord. oui, ils étaient pas nombreux, hein, je les comptais sur, les 5 doigts de la main, quoi. Il y Ouais, ouais, avait ouais, ouais. énormément. Ouais, ouais, c'est ça. Ce que tu voulais, c'est proposer quand même quelques services additionnels parce que ça avait du sens sur le secteur, sans forcément devenir la conciergerie qui propose tous les trucs possibles et Pas du imaginables. tout, non, non, c'était vraiment un traiteur, un chef à domicile et un partenaire chauffeur, privé pour aller, les emmener sur des domaines, pour des dégustations. Voilà. Ouais, 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 ok, 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 ça marche. Ouais, c'est intéressant de voir un peu les points de vue par rapport à ça. Moi, c'est vrai que je suis assez tranché, mais c'est vrai qu'en fonction du secteur, ça se discute largement, quoi. Ça se discute Mmh. largement. Ok. Très bien, très bien. Moi, je vois que on a pas mal abordé deux sujets. Si je reviens un petit peu sur ton podcast, est-ce qu'il y a des nouveautés à venir? Est-ce que tu peux nous teaser un peu sur ce qui pourrait arriver un peu dans ton podcast à venir? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Alors, c'est vrai que je suis du genre à préparer longtemps à l'avance les choses, mais je suis un peu débordée aussi parfois, hein, ça m'arrive. Bien sûr. Là, j'ai prévu de faire plus d'épisodes de podcast en présentiel, avec les gens, à côté de moi et pas à travers, un écran. Donc il va y Ouais, avoir plus de vidéos, on va dire et puis je vais aussi, varier les profils comme d'habitude, pour qu'il y ait, plus de valeur, dans les échanges, voilà. Pour le moment, il y a pas de grandes nouveautés, ça va être plus de qualité plutôt. ouais, ouais, alors c'est hyper intéressant d'aller voir les gens en physique. Euh, je trouve que pour la communauté qui suit, enfin, je trouve qu'il y a un apport et une authenticité qui est juste énorme. Enfin, je trouve. Et c'est vrai que je fais une toute petite digression, ou en tout cas une petite parenthèse. C'est vrai que moi, je fais de l'accompagnement aussi, hein,
et pour ceux qui prennent l'option, je me déplace en fait dans leur conciergerie pendant une journée pour les aider à bosser sur leur business, mettre en place un certain nombre de choses. Et de voir les gens en vrai, c'est juste un apport de malade pour les personnes qu'on coach. Mais c'est vrai aussi quand tu vas aller interviewer des gens un peu en vrai. Je trouve qu'il y a un apport mutuel qui est juste dingue, quoi. Qui est juste dingue. Mmh. Et puis voilà, pour ceux qui nous suivent, je trouve qu'il y a une authenticité, une valeur de malade. C'est ça. C'est plus stressant quand il y a la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis j'imagine que, bon, c'est les détails techniques, mais j'imagine que techniquement aussi, il y a quelques petites questions, quoi. De quoi? J'ai pas compris. Sur la partie technique pour mettre tout Ah ça oui, en place, j'imagine qu'il y a. ouais, c'est plus compliqué, effectivement. Ouais, 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 ouais. Ok, d'accord. Et ben écoute, on a parlé pas mal de choses. Peut-être aller un petit peu, justement, je te demandais ce qu'il y allait éventuellement, ce qu'il y avait des nouveautés sur ton podcast. Si on regarde un petit peu l'avenir, là, alors peut-être plus sur la partie conciergerie, là maintenant. Euh, donc il y a un certain nombre de réglementations. Là, il y a des lois qui viennent d'être votées. Alors moi, je suis pas du tout dans la politique et tout ça, mais comment tu vois un peu les changements réglementaires à l'avenir, sans forcément parler de ceux qui viennent d'être votés, mais comment tu vois l'avenir des conciergeries avec dans ce contexte qui est hyper mouvant où voir la location courte durée, ça n'a pas la cote politiquement. Comment tu vois un peu l'avenir par rapport à ça sur ce business? Je pense qu'il faut pas paniquer. Voilà, le métier, heu, il a beaucoup d'avenir. Je pense qu'ils peuvent pas arrêter le métier de conciergerie. Il y aura toujours de la demande, ça c'est sûr. Les investisseurs et propriétaires, non investisseurs auront toujours besoin de personnes pour les aider à gérer leurs biens. Alors ce sera peut-être pas de la même manière, mais bon, il faut rester, d'après moi, informé pour pouvoir informer ses propriétaires sur les évolutions, réglementaires. Je dis pas qu'il faut remplacer un conseiller par contre, mais vraiment rester informé pour pouvoir alerter, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir aussi être pro quand on va en rendez-vous avec un prospect. Mais il faut pas, d'après moi, s'alerter, dire: «C'est la fin», et Ouais. être direct dans le dramatique, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je partage en fait le point, c'est que c'est vrai que dès qu'il y a un changement réglementaire, on reçoit des alertes de tous les côtés au feu et je sais pas quoi. Bon, je pense qu'il faut être un petit peu zen aussi par rapport à ça. Après, il y a une réalité dans certaines communes où oui, ça va être plus dur. Faut quand même être honnête. Maintenant, on est des entrepreneurs, donc on saura s'adapter, on doit savoir s'adapter. Mmh. Euh, et on doit travailler avec nos clients actuels et ou nos prospects aussi, justement, sur comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose, quoi. Éventuellement faire évoluer nos offres aussi, quoi, parce que du coup, voilà, pour les personnes, par exemple, qui travaillent dans des zones où il y a de la compensation, etc., on sait que c'est compliqué. Là, dans Paris Intramuros, moi, par exemple, dans ma zone, il faut avoir une offre adaptée à ça, quoi, tout simplement. Euh, Exactement, s'adapter, c'est le mot que tu as dit, exactement. ouais, ouais. Donc c'est vrai que je pense que l'avenir, même si on peut nous le présenter comme étant un peu sombre, parce que voilà, la communication des médias et autres, eux, il faut qu'ils fassent le buzz, il faut qu'ils fassent la vue, le clic, le machin, donc forcément, on nous présente ça de manière hyper sombre. Mais je pense que c'est justement notre boulot de conciergerie que de s'adapter à tout ça. Et moi, j'irais même plus loin, j'en parlais précédemment dans une interview précédente, mais de ne pas hésiter aussi à regrouper les conciergeries. Je pense que d'être fédéré, à un moment donné, d'être fédéré au Mmh. travers différentes associations, ou enfin voilà, différents lobbies, enfin on les appelle comme on veut, en tout cas je le dis de manière très positive quand j'utilise ces mots-là, d'être regroupé dans différentes associations pour pouvoir faire entendre nos voix aussi, c'est Mmh. hyper important. Avoir plus de Et que poids, les ouais. gens sachent qu'on existe. Exactement. Et je pense que c'est aujourd'hui peut-être quelque chose qui nous manque encore un peu, justement pour nous faire un peu entendre, être représentés justement auprès de l'État aussi, ou même auprès des collectivités locales, quoi. Qu'on soit C'est représenté, qu'on sache qu'on existe. Ouais, il y a des syndicats pour la location meublée, hein, mais Ouais, pour les conciergeries, il y en a peut-être un, mais pas assez conséquent encore, je dirais, pour ouais, avoir du poids. Mmh. ouais, tout à fait. Pour l'instant, c'est encore un peu.
c'est pas que c'est embryonnaire, mais pour l'instant, c'est pas encore. Je pense que c'est que le début, quoi. C'est vraiment que le C'est ça. début. Et pour moi, on doit viser à avoir voilà, des fédérations un peu, voilà, un peu conséquentes, un peu costauds pour pouvoir venir discuter dans les meilleures instances et être présent aux meilleurs endroits et aux meilleurs moments, quoi. Donc c'est vrai qu'avoir, un peu comme ce qu'ont les agents immobiliers, hein, ils ont leur fédération qui prône pour eux et qui, alors j'aime pas dire qu'il défend le business parce qu'on n'est pas forcément sur la défensive, mais en tout cas qui est là pour accompagner aussi C'est ça. les parties prenantes avec ça. Et c'est un peu ce qui nous manque. Je pense que c'est un peu ce qui nous manque. Il y en a, ça commence. C'est vraiment que le début, mais je pense qu'on a encore, on a encore du travail sur cet aspect-là, quoi. Alors moi, Ouais. ça sera pas moi qui le fera parce que moi, je suis très mauvais dans ce genre de choses. mais voilà, en tout cas, à ma petite échelle, si je peux y contribuer, ne serait-ce qu'au travers voilà, à travers les différents talks qu'on peut faire. Et puis, voilà, Ouais. si ne serait-ce qu'évoquer le sujet, je pense que c'est un plus. Après, c'est vrai que le métier de conciergerie, il est pas très, cadré aussi et ça manque, d'un cadre précis parce qu'il va y avoir des conciergeries sans carte G, des conciergeries avec carte G. Les 2 font le même métier, mais ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Donc il faudrait, je pense aussi cadrer, expliquer, dans quel cadre, une conciergerie peut rentrer, vraiment avoir un quelque chose qui fait qu'après on peut avoir un syndicat qui nous représente. Ouais, Ouais. tout à fait. C'est vrai que, alors je sais pas si c'est d'actualité, enfin si c'est toujours d'actualité ce truc-là, mais j'avais vu une proposition de je sais plus quel groupe qui disait qu'il faudrait une carte C au lieu de la carte Mmh. G, voilà, pour Ouais, rentrer c'est plus finalement. d'actualité, je crois. En tout cas, j'en entends plus parler aussi. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'était, il me semble, une idée, mais voilà, tout ça pour dire effectivement, finalement, d'accompagner les changements et d'être dans les changements pour, C'est ça. pour faire en sorte que ce soit cohérent, accepté par toutes les parties prenantes, voilà, et puis que tout ça reste cohérent. Bien sûr, il y aura des règles, bien sûr, il y a des endroits où ça va être compliqué, plus compliqué qu'à d'autres endroits, mais voilà, on doit s'y adapter. Mmh. Ok, Mmh mh. ok, ok. Comment tu vois, alors on a parlé un petit peu d'IA tout à l'heure, on a une petite séquence technologique tout à l'heure. Comment tu vois l'impact de l'IA sur le métier de conciergerie? Est-ce que tu vois d'ailleurs, peut-être déjà dès maintenant, l'intelligence artificielle qui vient impacter nos métiers, nous aider en fait? Je pense, quand je le dis de manière très positive. Ouais. Moi, je suis pas un détracteur de l'IA, donc voilà. Mmh mh. Actuellement, dans les logiciels que je peux voir, il y a de l'IA pour répondre aux voyageurs, mais c'est pas ce que je préfère le plus honnêtement. Je pense qu'il faut garder un côté humain dans le métier de conciergerie et l'IA pour moi, c'est pas la solution pour ça. Par contre, l'IA, ça peut être hyper intéressant, mais il y a pas encore vraiment de choses en place, à moins que je les connaisse pas. Mais pour analyser les retours des voyageurs, par exemple, pour identifier s'il y a des pistes d'amélioration à cause des notes et des commentaires, pour, améliorer ses annonces, à utiliser à bon escient. Parce que c'est vrai que répondre aux voyageurs avec un bot qui répond aux voyageurs, c'est pas ce qu'il a une valeur ajoutée, je dirais. Alors qu'utiliser l'IA pour améliorer, ses logements, ses annonces, peut être toujours, intéressant. Je pense qu'il faut utiliser l'IA pour améliorer et pas pour remplacer. Ouais. Ouais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure un peu, quand je disais d'être dans la réalité augmentée, en fait, c'est un peu ça, c'est Ouais, que, c'est un peu l'être humain, amélioré quoi, l'être humain plus, mais sans forcément le remplacer, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ça permettra d'aider sans remplacer totalement. Ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que, de manière concrète, enfin moi je m'en cache pas, hein, et puis il y en a plein qui le font. Moi j'utilise largement, ChatGPT pour, en gros tout ce qui est textuel, on va dire. Tout ce qui est du texte. Pour Donc créer arrondir. des annonces, Ouais, 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 pour c'est créer des hyper bien ça. annonces, ça m'aide à créer du texte. J'utilise pas dans la relation voyageur aujourd'hui, pas Mmh. encore. Je connais des conciergeries qui ont sauté le pas, mais je suis un peu comme toi. Moi, je suis pas encore convaincu. Alors déjà, je suis pas encore convaincu par le fait que la technologie soit suffisamment puissante pour l'instant. C'est peut-être une question de temps. Euh, mais pour l'instant, je suis pas encore convaincu par les résultats. Et je pense que il faut, en plus, de toute façon, parallèlement, même si un jour il y aurait vraiment de l'IA qui s'installerait dans la conversation avec les voyageurs, je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait un humain qui soit là parce qu'il y a plein de questions et de réponses à apporter qui ne peuvent pas être apportées par une IA. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un truc personnalisé à donner.
Et là, je pense, comme tu disais tout à l'heure, à des biens un peu haut de gamme, Mmh. où la réponse est clairement, enfin, pour l'instant en tout cas, je vois pas une IA être capable de répondre à ça. C'est Donc, ça, mais c'est surtout que, les auditeurs du podcast sont souvent des gens qui veulent se lancer et qui entendent que, du coup, on peut tout automatiser, tout remplacer, il y a de l'IA pour, répondre aux voyageurs et honnêtement, ça, faut s'enlever ça de la tête quand on démarre. On va pas prendre des dizaines de logiciels, déjà parce qu'on n'a pas l'argent et en plus de ça, il faut garder ce côté humain au début, on a le temps. C'est pas ça qui va prendre le plus de temps de répondre aux voyageurs finalement quand on démarre. Quand on démarre, hein, parce que quand on a 100 logements, c'est autre chose, sans annonce. Mais, c'est pas ce qu'il faut déléguer en premier du moins. Ça, c'est oui, sûr. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis ça rejoint ce qu'on disait sur le ménage. Je pense que, au moins au début, de toute façon, c'est hyper important de le faire soi, justement, pour bien comprendre c'est quoi les questions des voyageurs, c'est quoi les questions qui reviennent tout le temps, à quelle heure ça revient, parce qu'il y a Ouais. des certaines heures pour certaines questions. Donc voilà, la question du comment je fais marcher la plaque électrique, bah, elle arrive au moment où on va faire à manger, quoi. Donc Ouais, ouais. voilà. Si je fais un parallèle avec, je sais pas, Apple par exemple, c'est pas devenu une multinationale direct quand ça s'est ouvert. Apple, ils faisaient ça dans leur garage au début et c'était, le fondateur, enfin je connais pas l'histoire, je n'ai pas l'histoire en tête, mais, ils étaient, peut-être 2-3 à faire eux-mêmes. Ouais, Ils ont pas direct délégué, ouvert une multinationale, avoir des bureaux, 50 personnes, salariés. Non, toute entreprise démarre, en le faisant soi-même pour pouvoir ensuite bien déléguer, apprendre, de ses erreurs et se développer. ouais, ouais, 100% d'accord, ouais. OK, 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 sur l'IA. Très bien, bah, écoute, je pense que j'ai fait le tour sur ces questions-là. Je te propose de passer à la dernière séquence, qui est la séquence tout aussi redoutée que le pitch. C'est le quiz. Donc, je rappelle le principe, hein, pour la communauté qui nous regarde. Donc, c'est une petite séquence de quelques questions assez courtes. Tu peux me faire une réponse assez courte, hein, on essaie d'enchaîner. Mais bon, voilà, après, comme toujours, on peut avoir un temps d'échange, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu enchaîner toutes ces petites questions. Est-ce que Allez, tu je es vais prête essayer. pour la dernière séquence? Ouais. Allez, c'est parti. Alors pour toi, c'est quoi la plus grande force des conciergeries aujourd'hui? D'être, dans le partage. D'accord. Si tu pouvais améliorer un aspect des services de conciergerie, lequel serait-il? En gros, quel service tu penses qu'il faut qu'on améliore dans une conciergerie? La délégation des ménages. D'accord, ok. Ta plus grande fierté depuis que tu as créé le podcast La Conciergerie? Avoir interviewé, pardon, des dizaines d'invités, avec des profils différents. Euh, Est-ce que tu as un objectif ambitieux à nous partager pour le podcast La Conciergerie pour les prochaines années? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, peut-être rapidement, mais je te repose la question. J'aimerais bien que le podcast et le média en général, du podcast, la conciergerie, soit, la référence pour tous ceux qui veulent apprendre des stratégies et se développer dans le milieu de la conciergerie. Ok, cool. Est-ce que tu as une ressource, un livre que tu recommanderais à des gestionnaires de conciergerie aujourd'hui? Oui, il y a, le livre, de Simon Sinek, c'est en anglais, c'est Start with Why, démarrer avec un pourquoi, Ouais. pour, vraiment, savoir pourquoi finalement on veut faire ce métier, pourquoi on veut créer ça et être entrepreneur. C'est hyper intéressant. Ouais, tout à fait, je l'ai lu et c'est vrai que je fais une petite parenthèse du coup dans ce quiz. Euh, c'est hyper important d'avoir un pourquoi on se lance. C'est dans l'entrepreneuriat d'ailleurs de manière générale, c'est pas spécialement dans la conciergerie, mais Mmh. d'ailleurs peut-être même dans tous les projets qu'on peut avoir dans la vie. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est un parcours tellement qui peut être tellement long, tellement difficile aussi. Euh, il faut avoir un pourquoi euh, bien clair. En tout cas, il faut que ce soit une raison très profonde. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr que la conciergerie, c'est du business, donc ça rapporte de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais je pense que si on se limite à mon objectif, c'est gagner de l'argent, je pense que dans la conciergerie, ça ne va pas durer très longtemps. Non, malheureusement non. Ouais, parce que on est dans un métier, bah, on est dans l'accueil, dans l'hospitalité. Alors, je dis toujours que c'est un métier de service. Et parfois, on est proche d'un métier de servitude même presque. Donc, euh,
on est vraiment au service de nos clients dans le sens où on peut être sollicité pour, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Alors évidemment, ça se cadre, etc. Mais Mmh. dans le principe, c'est ça, et on a affaire à notre clientèle au quotidien sur des demandes qui peuvent être juste, enfin, qui peuvent être parfois un peu folles, et voilà, on est un peu sollicité de tous les côtés. C'est un peu ingrat, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est un peu Ouais. ingrat, le métier de conciergerie. Et si je peux rajouter quelque chose, je vois beaucoup de conciergeries qui se lancent, qui s'éparpillent, qui veulent tout faire et moi je prône la simplicité, avoir une activité minimaliste et ça permet de gagner en efficacité, en fait, d'être dans la simplicité. Il faut pas chercher à avoir, la meilleure, la toute nouvelle et toute dernière stratégie avec des choses en place de enfin, impossible à gérer sur le long terme donc Ouais, ouais, ouais. C'est se le concentrer sur problème de l'essentiel, l'opti. c'est aussi un livre intéressant aussi à lire, je j'ai plus le nom de l'auteur, mais «Aller à l'essentiel», je crois que ça s'appelle. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ok. Alors, du coup, je vais reprendre. Alors, une question qui n'est pas super évidente à répondre. Je te laisserai un petit joker, si tu veux. Donc, si le podcast La Conciergerie était un animal, quel serait-il? Heu, alors je vais parler pour le podcast, pas pour moi, je précise. On pense toujours qu'il faut mettre un animal super, super sexy ou super viril, mais pas du tout. Moi, je vais mettre un chien de berger. Pourquoi un chien de berger? Parce que c'est fidèle, c'est protecteur et ça guide, alors pour le podcast, ça guide la communauté, vers, le succès et vers la bienveillance. Cool, ça marche. Plutôt Airbnb ou plutôt Booking? Clairement Airbnb. D'accord. Quelle est ta potion magique, ce qui te rend forte? Je dirais ma capacité d'écoute, c'est pour ça que j'ai lancé un podcast. Je n'écoute plus que je ne parle et ça permet, de faire parler les gens et de donner les meilleurs conseils. Ok. Quelle est ta kryptonite, ce qui t'affaiblit? J'ai pas assez de temps dans ma journée. Quand j'avais ma conciergerie, j'avais déjà pas assez de temps et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas assez de temps. Bon, j'espère que tu as commencé à trouver une solution quand même. J'essaye d'être de plus en plus organisée, c'est tout. Ok, ça marche. Alors on passe aux deux dernières questions qui sont un peu les questions rituelles dans ce talk conciergerie de rêve. Alors, c'est quoi pour toi l'esprit d'accueil et de l'hospitalité? Pour moi, c'est l'art de faire, sentir chaque client comme chez lui. C'est hyper important ça, avec chaleur et attention dès qu'il arrive, dans le logement et même ça peut se faire en amont. Ouais, ouais, c'est vrai que oui. Alors, je fais une parenthèse, c'est vrai que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. L'accueil et l'hospitalité, ça se joue pas seulement au moment où la personne rentre dans le logement, ça Mais se joue aussi dès le avant. premier message. Ouais, c'est ça. Ça se joue avant, pendant et après, parce qu'après, il peut aussi se passer pas mal de choses. C'est Donc, ça. ouais, je suis en phase avec toi sur cet aspect-là. Et pour finir, qu'est-ce que c'est que pour toi une conciergerie de rêve? Mais une conciergerie qui nous ressemble, c'est-à-dire, alors, pour moi du coup, je vais parler pour moi parce que peut-être que chaque personne ne se reconnaîtra pas dedans, mais pour moi, c'est une activité qui est stable, qui demande peu d'énergie à gérer, qui laisse du temps pour soi et qui va à l'essentiel, sans s'éparpiller. Ok, ça marche. Merci à toi. Ça sera du coup le mot de la fin pour ce talk. On restera sur ça. Donc, n'hésitez pas pour la communauté à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette interview. Donc, je laisserai sous la vidéo les liens pour vous guider vers le podcast de Vanessa. On mettra tout ça juste en dessous. Je vous remercie à tous. Merci à toi, Vanessa, d'avoir été présente aujourd'hui et répondu à toutes ces questions qui n'étaient pas très évidentes. Merci beaucoup Henrik et merci à tous. À bientôt.